Le traité de Bact, traité de paix entre populations noires nubiennes et arabes ou traité esclavagiste. Tiré du livre Opuscule révélé du professeur Farid Tayrouka Shabazz. Dans leur macabre comptage des esclaves de la traite dite orientale, les prétendus spécialistes de la question tels Bernard Lewis, Marc Ferro, Catherine Kokéry-Vidrovitch ou encore Tidjane Ndiaye, incluant les anges parmi les populations esclavagisées. Cette monstrueuse falsification montre très clairement que ces spécialistes ne travaillent pas en scientifique, en historien, mais en idéologue, ou du moins en agent d'une certaine idéologie que nous prendrons le soin d'identifier ultérieurement. Ce qui est sûr, c'est que les millions de anges comptés comme esclaves doivent sortir des cahiers des comptes des falsificateurs qui comptabilisent entre 12 et 17 millions d'esclaves victimes de la traite négrière orientale. Un élément constituant la cheville ouvrière de l'entreprise de falsification de l'histoire du monde arabo-africain est le traité de Bact. Selon la version officielle, donnée par nos chers spécialistes Olivier Pétré-Grenouillot, Malek Chebel, etc., ce traité serait la source première de la traite arabo-musulmane à l'endroit des Noirs. Le mot Bact dérive du latin pactum et du grec pacton, donc P-A-K-T-O-N, qui signifie convention, contrat. Or, qui dit contrat dit obligatoirement mutualité et contrainte. Si effectivement le Bact est une convention mutuelle et contraignante, il serait bon d'étudier les conditions qui ont amené à ce contrat. En 641, à la demande du calife Omar ibn Khattab, l'Égypte est arrachée à l'Empire romain et conquise par les armées musulmanes. Ces armées arabes sont dirigées par le général d'armée noire Ammar ibn al-As, dont le savant et juriste musulman Ibn Khatir dira de lui dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya ceci, je cite, Ammar ibn al-As était noir, grand et chauve, qu'Allah soit satisfait de lui. Fin de citation. Avec la chute de l'Égypte, les armées arabes mettent fin à plus d'un millénaire de domination blanche en Afrique du Nord. Le général d'armée Ammar ibn al-As a été épaulé dans sa tâche par 4 autres généraux arabes noirs à la tête chacun de 1000 hommes envoyés en renfort par le calife Ammar ibn Khattab. Ces 4 hommes forts qui ont contribué à briser la suprématie occidentale sur l'Afrique du Nord sont de purs arabes noirs, à commencer par Obaïda ibn al-Samit, al-Zubayr ibn al-Awam, Miqdad ibn Ammar et Maslama ibn Muqallid. C'est Obaïda ibn al-Samit, un imposant homme noir de plus de 2 mètres, qui fut envoyé par Ammar ibn al-As en ambassade auprès d'Al-Muqawqis, dit Sirius, le patriarche d'Alexandrie, pour obtenir la reddition des Romains. L'on se rappelle des propos négrophobes du patriarche d'Alexandrie, tout apeuré, terrifié de voir ce grand noir et sa garde prétorienne
tout aussi nègre que son chef. Que l'on retire de ma vue cet homme noir et que l'on choisisse un autre ambassadeur, lance-t-il à la délégation arabe. Toujours est-il que l'Égypte tomba aux mains des armées arabes et suivit très vite, après le reste de l'Afrique du Nord. En quelques années, l'hégémonie des populations blanches prit fin avec les armées islamiques. Pour ce qui est du cas spécifique de l'Égypte, les nouveaux dirigeants arabes rétablirent la justice en octroyant aux chrétiens noirs d'Égypte les églises qui hier étaient aux mains du clergé raciste colonial romain. Malgré la différence de religion entre les Arabes et les Égyptiens, la solidarité raciale a poussé les Arabes à remettre au devant de la scène leurs frères noirs égyptiens au détriment des colons blancs romains. Du temps où la conquête de l'Égypte n'était qu'un projet, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, disait alors à ses compagnons, je cite, « Quand vous conquérez l'Égypte, soyez plein d'égards envers sa population, vous avez un lien de parenté avec elle, elle sera sous votre protection. » Fin de citation. Raison pour lesquelles les Égyptiens ont accueilli les soldats arabes en libérateurs qui mettaient ainsi fin à plus de 1000 ans de colonisation européenne et de domination blanche. Mais ces Arabes surpuissantes ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin et dirigèrent leurs troupes vers le sud chrétien. C'est Okba ibn Nafi, le neveu d'Amar ibn al-As, gouverneur de l'Égypte, qui prit la tête d'une armée de 5000 hommes pour conquérir le royaume chrétien de Makuri. La puissante armée makourienne infligea une sévère défaite aux troupes arabes, les obligeant à mettre de côté toute velléité de conquête de ce royaume nubien et chrétien. C'est ce qu'on a appelé la première guerre du Dongola. 10 ans plus tard, Abdallah ibn Saïd ibn Abu Sart, le neveu gouverneur arabo-musulman de l'Égypte, repartit à la conquête du royaume de Makuri avec 5000 hommes. Le roi Kaliduru, doté d'une armée phénoménale avec des archers au pouvoir légendaires, écrasa cette seconde tentative arabe d'invasion du royaume chrétien de Makuri. De l'avis de tous les spécialistes, les deux guerres de Dongola, 642 et 652, sont les plus lourdes défaites des armées islamiques et puis essuyées durant sous l'expansion première. C'est alors que les autorités arabes ont été contraintes de signer un pacte de non-agression avec le puissant royaume chrétien de Makuri du roi Kaliduru. Vu les conditions de signature de ce fameux pacte, il est tout simplement impossible que les Arabes, les vaincus du conflit, entre parenthèses, aient pu imposer quoi que ce soit aux Makouriens vainqueurs. Nous savons qu'aucun contrat écrit n'a été enregistré entre les deux belligérants, sauf un seul accord oral a été conclu. Une des dispositions de cet accord oral est la possibilité laissée aux Makouriens de se rendre en toute sécurité en Égypte, dont dépendait le clergé melkite nubien. Aussi la seule version que nous avons de ce pacte provient de l'auteur arabe égyptien Ahmed al-Makrizi, 1364-1442, qui lui-même s'appuie sur une source d'un certain Abu Zakaria, auteur entre parenthèses du IXe siècle. Abu Zakaria prétend que sa version authentique viendrait d'une lignée traditionnaliste qui remonterait
jusqu'à un contemporain d'Abdallah ibn Saïd ibn Abu Sart, l'émir d'Égypte et présumé signataire du pacte. Non seulement nous savons qu'aucun document écrit n'a été produit lors de cet accord entre le vainqueur, le roi nubien et chrétien Kaliduru, et le vaincu, l'émir Abdallah ibn Saïd ibn Abu Sart, mais quand bien qu'un tel document aurait pu exister, il est tout simplement impossible que quiconque en possède un exemplaire, car toutes les archives égyptiennes ont été brûlées en 750 lors de l'incendie du Diwan, lieu où étaient conservés les documents officiels. Or, la version actuelle du pacte sur laquelle spéculent tant d'historiens est celle d'Ahmed al-Makrizi. Et elle a été produite plus de 8 siècles après les accords entre les deux parties en cause. Selon cette version d'Ahmed al-Makrizi, les troupes arabes exigeraient chaque année au roi de Makuri le tribut insensé de 360 esclaves. Ce serait bien la première fois de l'histoire où des vaincus exigeraient des vainqueurs des esclaves. On aurait tout entendu avec ces falsificateurs. Il est évident que les conclusions que tirent forts historiens au sujet de ce traité sont toutes erronées et orientées idéologiquement, car se basant sur un faux document. En plus de l'invalidation de l'authenticité de ce document, il faut savoir que le terme que les prétendus historiens, experts de la traite du monde arabo-musulman, traduisent par esclave et race. R-A-S, en arabe, race signifie tête. Donc, traduire 360 races par 360 esclaves est une pure imposture. 360 races doit être traduit par 360 têtes. La langue arabe au 7e siècle dispose de termes clairs pour dire le mot esclave. En aucun cas, race peut être traduit par esclave. Les Arabes employaient par exemple le terme ahmar, donc A-H-M-A-R, signifiant rouge, les blancs entre parenthèses pour désigner esclaves. En effet, les marchés des esclaves en provenance d'Europe étaient tels que le mot ahmar, les blancs entre parenthèses, finit par signifier esclave. Le royaume chrétien de Makuri, depuis la haute antiquité, était connu pour la richesse de son cheptel d'ovins, de bovins, de caprins et d'équidés. C'est donc de têtes de bétail dont il est question dans ce fameux pacte, et non d'esclaves. D'ailleurs, comment des vaincus peuvent exiger des vainqueurs de leur fournir des esclaves? C'est là une manipulation assez grossière. Les Arabes, nouveaux maîtres de l'Égypte, avaient tout intérêt de bénéficier d'un accord économique et d'entretenir de bonnes relations avec ce puissant et riche voisin du Sud. Aussi, quand les idéologues disent que l'esclavage dit arabo-musulman aurait commencé avec le pacte, nous ne pouvons que dénoncer leur imposture, car lors du traité de pacte, ce sont les Makouriens qui ont gagné la guerre et non les Arabes. De plus, le mot race signifie tête et non pas esclave, comme le traduisent frauduleusement ces prétendus experts de la traite arabo-musulmane. Aussi, la conquête de l'Égypte par les troupes arabes a été accueillie par les Égyptiens autochtones, les Noirs, comme une libération, car dominée depuis 1000 ans par le colonialisme, l'impérialisme romain et la suprématie raciale blanche. L'arrivée des troupes musulmanes a permis une élévation sociale des populations égyptiennes autochtones qui ont pu, par exemple, récupérer leur église spoliée par le clergé romain accessoirement négrophobe. Et enfin,
Arabes, Égyptiens et Makouriens appartiennent tous trois à un même groupe racial. En effet, ce sont là trois populations noires d'ethnies différentes. Donc, définitivement, il nous faut nous pencher sur les tenants et aboutissants de notre histoire sans passer par le biais de ces idéologues négrophobes et arabophobes qui travaillent à distiller la haine entre Arabes et Africains. Ils n'ont pas intérêt à ce que ces deux groupes retrouvent la mémoire et s'allient une bonne fois pour toutes, bouleversant ainsi irrémédiablement les équilibres mondiaux. L'histoire est une grande arme, à condition de la lire sous le prisme de la vérité et non de l'idéologie.